Disney est en train de littéralement tuer la licence Star Wars de ses propres mains. Ce ne sont pas les fans, ce ne sont pas les critiques, mais c'est le studio lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de cela, le 4 mai 2026, d'ailleurs 4 mai, jour symbolique pour les fans de Star Wars, May the 4th, il y a une rumeur qui fuit sur tous les sites spécialisés comme quoi Disney envisage d'effacer la troisième trilogie du canon officiel. On aurait potentiellement 4,47 milliards de dollars de box-office qui seraient du jour au lendemain rayés. Clic droit, supprimé, mise dans la corbeille. Pas par un accident, mais par une décision interne. Mais bon voilà, en apparence, ce n'est qu'une rumeur. Mais ça nous fait quand même poser une question. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un studio qui achète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars en 2012, à ce moment-là la plus belle machine à cash de l'histoire d'Hollywood, envisage, selon les rumeurs, de démonter ce qu'il a fabriqué plus de 14 ans plus tard? Alors, remettons un peu les choses dans le contexte. On est en 2005 et à ce moment-là, Lucas vient de sortir La Revanche des Sith. Papy Lucas, il est un peu fatigué. Pas physiquement, mais stratégiquement, parce que 6 ans à se faire massacrer par sa propre fanbase, parce que voilà, Jar Jar Binks est traité de personnage un peu raciste. Pardon? Ah non, là je vous arrête. Je vous arrête. La femme de mon frère vient du Congo. Les midi-chloriens qui sont accusés d'avoir détruit le mystère de la Force, et on a Hayden Christensen qui est devenu un mème internet avant même que l'expression existe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, Star Wars ne lui appartient plus, Star Wars appartient aux fans. C'est une nouvelle ère et les fans en fait sont devenus, littéralement, ingérables. Mais voici ce qui est rarement dit. En fait, à ce moment-là, Lucas ne cherche pas à fuir, il cherche à organiser la succession. C'est-à-dire que pendant que tout le monde croit qu'il prend sa retraite, lui, il va dans son bureau, le Skywalker Ranch, et il fait quelque chose de précis. En fait, il va écrire toute la suite. Et quand je te dis écrire toute la suite, c'est les 3 traitements détaillés pour les épisodes 7, 8 et 9. Et donc, comme on le sait tous, lui, sa vision, c'était Luke qui entraîne une padawan qui s'appelle à la base Kira, qui deviendra d'ailleurs la base du personnage de Rey. Après, t'as d'autres choses comme Leia comme véritable élu, leader politique du New Republic, une exploration plus profonde des midi-chloriens. Voilà, tous ces éléments-là. Mais surtout, aucun des 3 héros originaux ne meurt. Et donc oui, Lucas en fait n'écrit pas une suite pour la vendre, en fait il écrit pour qu'on continue avec sa vision sous son contrôle indirect. Parce que bon, en se mettant à sa place, on sait, enfin il sait, Star Wars n'est plus du tout sa création. C'est devenu une croyance, une religion, une sorte d'entité sacrée, incontrôlable. Et la preuve, en tout cas la première alerte, c'était en 97, rappelez-vous, avec Han Shot First. La fanbase ne pardonne absolument pas. C'est-à-dire que Lucas comprend qu'il ne peut plus diriger seul, mais il refuse l'idée que ses 35 ans de travail, s'arrêtent là. Et donc pour reprendre la grosse machine, il faut un acheteur, d'accord? Et pas n'importe lequel. Quelqu'un qui comprend l'enjeu, qui a les moyens surtout d'exécuter la vision, et surtout qui sait faire vivre une mythologie sans la trahir. Toc 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 qui est là, c'est Bob Iger avec un gros chéquier. Et là, petit aparté, cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo que j'avais sortie, donc qui parlait de la création de Star Wars, avec la Fox qui a littéralement laissé Lucas se faire des milliards de dollars à cause d'une clause qu'il n'avait pas signée. Et j'explique en fait tout simplement que Star Wars, l'univers Star Wars en tout cas, ce n'était pas que les films. Et en tout cas que les films représentent une infime partie des bénéfices de l'univers Star Wars. Et donc disons que la fin de la première partie reprend à ce moment précis, là où je vous parle. Si tu l'as pas vu, je te laisse la référence de la vidéo en haut à droite de l'écran, et on va continuer. Et donc pour revenir à Bob Iger, lui en fait ce n'est pas un opportuniste, parce qu'il a racheté Pixar pour environ 7,4 milliards de dollars, et il l'a transformé en machine à Oscar, qui est super rentable. Et par la suite en 2009, il a aussi racheté Marvel pour 4 milliards, il l'a transformé, en l'une des plus grandes franchises de l'histoire du cinéma. Et donc, théoriquement, sur le papier,
Bah c'est le bon acheteur. C'est littéralement le seul homme sur Terre qui a déjà fait ce qu'on lui demande de faire. Et donc Lucas signe, 4 milliards qui partent dans sa poche, en plus des milliards qu'il a accumulés avec toute la vente de jouets. Je pense qu'à ce moment-là, au moment du virement, le banquier à la BNP Paribas de George Lucas lui dit « Bon, monsieur Lucas, oui, je viens de voir votre virement, oui, de la part de Disney, oui, y a pas de problème. Alors, je vais mettre un peu sur votre assurance vie, ça vous va ?» Et donc Bob Iger, en plus de la licence Star Wars, il hérite en prime des traitements qui ont été rédigés par George Lucas. Et donc on arrive le 30 octobre 2012, jour de mon anniversaire en plus, confirmation publique et officielle, Disney a acheté Star Wars. Et donc Bob Iger est conscient qu'il obtient une infrastructure industrielle et il a 3 objectifs en tête. Le premier objectif, c'est de reproduire le modèle à la Marvel. Et le but, c'est de maintenir cette machine et c'est aussi de rentabiliser l'achat en 5 ans. Notez bien, parce que ça va être drôle, on va voir après si ces objectifs ont été atteints ou pas. Le deuxième objectif, c'est d'alimenter une plateforme qui n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'en 2017, quelques années plus tard, il y a Bob Iger qui annonce Disney+, la plateforme de streaming. Et donc voilà, on veut considérer Star Wars non pas comme une saga, mais comme un stock de contenu permanent. Et le troisième objectif, la construction du lieu physique. Dans les parcs Disney, le Galaxy's Edge, 1 milliard d'investissements, transformer Star Wars en destination. 3 objectifs annoncés, le mode d'emploi de Lucas dans le coffre-fort. Donc concrètement sur le papier, il n'y a plus qu'à rouler. Le véhicule, tu l'as acheté, c'est une boîte automatique, il n'y a plus qu'à appuyer sur la pédale d'accélération. Sauf qu'en réalité, Disney s'apprête à commettre la pire erreur stratégique de l'histoire moderne d'Hollywood. Bon, on va arriver en juin 2013 et comment dire, il y a un peu de choses qui vont changer. Ce que je vais vous raconter s'est passé dans le Skywalker Ranch. C'est une réunion entre George Lucas, Bob Iger et Kathleen Kennedy, qui est à ce moment-là la présidente de Lucasfilm. Et Michael Arndt, le scénariste embauché pour l'épisode 7 à l'époque. Et en fait, Lucas, quand il se présente avec ses idées, il découvre quelque chose. C'est que personne ne va utiliser ces traitements. En gros, Disney a payé pour le mode d'emploi et Disney vient décider de le brûler. Et d'ailleurs, Bob Iger l'a lui-même admis dans son autobiographie comme quoi George immediately got upset. En gros, il était vénère lorsqu'ils ont commencé à lui expliquer l'histoire qu'il voulait raconter à travers la suite. Et surtout, qu'il mettait son histoire de côté, qu'il avait soumis pendant les négociations. Et donc Lucas, en fait, il a réalisé en plein milieu de la réunion que ces traitements étaient mis à la poubelle. Oui, parce que Lucas pensait que l'achat des traitements par Disney constituait une sorte de promesse, tu vois. Une promesse implicite, comme quoi ils seraient utilisés. Mais le contrat ne les imposait pas noir sur blanc. Techniquement, je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'Hollywood que Lucas s'est fait avoir sur le contrat. Parce que d'habitude, c'est lui qui met des douilles. Et je pense que c'était là son erreur stratégique. Et donc Lucas reste quand même en tant que consultant créatif par contrat, mais il n'a plus participé activement. Parce qu'en 2015, autre backlash en pleine promotion du Réveil de la Force lors d'une interview avec Charlie Rose, où Lucas en fait dit une phrase qu'il regrettera publiquement quelques jours plus tard. Où en gros, il compare Disney à des blancs esclavagistes qui ont vendu sa famille à un nouveau propriétaire. Bon, il s'est excusé, mais le mot était quand même lâché. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Tout simplement parce qu'il s'est senti trahi. En gros, à ce moment-là, on a Lucas qui avait tout préparé pour la suite, Disney qui les a jetés à la poubelle, et tout ce qui suit dans cette vidéo découle de cette décision. Alors, sans le plan de Lucas, forcément, Disney doit improviser. Et Disney choisit la pire stratégie possible. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 3 réalisateurs pour une trilogie. Un réalisateur pour le Réveil de la Force, un autre pour le Dernier Jedi, et un autre pour l'épisode 9. Et d'ailleurs, Colin Trevorrow se fera virer en septembre 2017, et Abrams reviendra en urgence. Il jette tout et il ressuscite Palpatine au dernier moment. Ça n'a aucun sens. T'as 3 films, t'as 3 directions et t'as surtout 0 plan cohérent. Et le pire dans tout ça, c'est que les acteurs eux-mêmes l'ont confirmé. C'est-à-dire que Daisy Ridley raconte en 2024 que
Au début, on testait un lien avec Obi-Wan, puis on est passé à « elle n'est personne ». Puis JJ m'a dit « tu es la petite fille de Palpatine ». 2 semaines plus tard, il me dit qu'il n'est plus sûr. Ah ouais, ce qui s'est passé en backstage, c'est vraiment une dinguerie. L'actrice qui jouait Rey ne savait pas qui était son personnage. Pendant le tournage, une trilogie à 4,47 milliards de dollars. Et tout ça, avec d'autres trucs, ça aurait pu être évité parce que Lucas l'avait écrit. Qi'ra, son personnage d'origine, son arc complet. Et on remarque aussi quelque chose de capital, c'est que pendant ses 35 ans de direction, Lucas avait toujours protégé quelque chose qui est pour lui essentiel. Voilà, c'est la rareté. En gros, 3 films originaux en 6 ans, et ensuite on a 16 ans de silence. Puis la prélogie en 6 ans, et en gros, chaque sortie était un événement. Sous Disney, on fait totalement l'inverse. En 10 ans, on a 5 films, 12 séries Disney+, 2 parcs, un hôtel. Star Wars, en fait, n'est plus rare du tout. Star Wars est partout. Et forcément, quand quelque chose est partout, plus personne le désire. Et la rareté, c'est le carburant du désir. Et Disney l'a brûlé en à peine 10 ans. Et où est-ce que ça va se refléter premièrement ? C'est dans les chiffres. Parce que Hasbro Star Wars, en fait, en termes de revenus, ça donne quoi? En 2015, c'est 490 millions. En 2016, c'est 330 millions. 2017, 243 millions. Et 2018, 161 millions. Est-ce que vous voyez à peu près le chemin qui se dessine? Une chute de 67% en 3 ans. Pendant que dans le même temps, les films rapportaient 4,47 milliards au box-office. Mais vous le savez déjà, on s'en fout. C'est pas ça le cœur de l'univers. On aura carrément aux États-Unis Walmart qui va finir par brader les figurines en déstockage. Ce qui est inédit dans cette histoire, c'est que Disney a quand même réussi à foirer le merchandising de la 3e trilogie alors que tout était écrit, tracé, et fallait juste suivre les plans. Parce que les jouets ne se vendent pas grâce au scénario, ils se vendent grâce aux moments iconiques. Et la cohérence brisée, ça tue l'iconographie. Parce qu'on peut critiquer Lucas, d'accord ? Mais quand il ratait, il créait quand même des moments inoubliables. Yoda qui se bat à 800 ans, Anakin tombant dans la lave, l'Order 66, la naissance de Vador. Et petite précision par rapport à Darth Maul qui a accompli un record, d'accord ? Ce personnage apparaît dans la menace fantôme pour la première fois. Est-ce que tu sais combien de temps il dure à l'écran? Il meurt en gros à la fin du premier film de la prélogie. Et pourtant, malgré le peu de temps qu'on le voit à l'écran, sa figurine est devenue l'un des best-sellers de Star Wars dans la décennie 2000 à tel point que Lucasfilm l'a ressuscité dans Clone Wars, puis dans Solo précisément parce que les ventes refusaient de mourir. Bon, maintenant si on compare avec Kylo Ren par exemple, voilà, c'est l'antagoniste des 3 films Disney, mais sa gamme de figurines, elle a complètement disparu. Donc en gros, littéralement, un méchant éphémère de Lucas vaut économiquement beaucoup plus, c'est ça l'iconographie. Et c'est exactement ce que les traitements de Lucas auraient pu produire potentiellement. Et Disney ne va pas s'arrêter là. Parce qu'en mai 2019, le Galaxy's Edge ouvre ses portes, plus d'1 milliard de dollars investis, et apparemment le plan original prévoyait la trilogie originale, c'est-à-dire Tatooine, Andorre, l'univers que tout le monde connaît. Mais le réveil de la Force sort en décembre 2015 et bat des records. Donc, même gimmick encore une fois avec Disney, on change à la dernière minute, on reconfigure tout, et on va passer à une nouvelle planète, Batuu. Une planète qui n'apparaît même pas dans les films. Donc forcément c'est prévisible, les parcs sous-performent, et quelque chose de remarquable, les visiteurs vont au comptoir des guest services, et ils remplissent des formulaires de plainte. Témoignage réel des cast members de Disney, la question qui revient le plus c'est, où est Darth Vador? Where is Darth Vader? Where is Skywalker? Where is Princess Leia? Et faut les comprendre les gens, ils payent des centaines de dollars pour entrer dans un parc Star Wars et ils reconnaissent personne. Disney capitule et le Disneyland de Californie donc réintroduit Luke, Han, Leia comme personnage permanent. Et donc, Disney revient au plan original, 5 ans plus tard,
et 1 milliard de dollars plus tard surtout. Et le principe de rareté a été encore plus défoncé, brisé par les séries Disney+. Oh là là, alors ça, à titre d'exemple, The Acolyte qui est sorti en 2024 avec le budget final de 230 millions de dollars, tout cet argent dépensé pour des reviews Rotten Tomatoes à 18% et une annulation après une saison. Et donc en 2020, il n'y a aucun film Star Wars en salle. Mais Hasbro Star Wars va faire plus de 70% en une année. Là, j'essaie de mettre en avant le positif, d'accord ? Et ça sera pas grâce à un film, mais ça sera grâce à un seul personnage, qui est Grogu. Et qui apparaît fin 2019 dans le Mandalorian. Ouais, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, en fait, Grogu génère plus de ventes que les 3 années cumulées de la trilogie. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait il coche les 2 cases que la trilogie en fait c'est qu'elle ratait. C'est-à-dire que number 1, la cohérence, une seule série, un seul showrunner, shout out à Jon Favreau, et surtout deuxièmement c'est la rareté. T'as un seul personnage, t'as un seul design et c'est instantanément reconnaissable. Et donc en gros c'est exactement ce que Lucas faisait. C'est exactement ce que les traitements brûlés contenaient. Et c'est exactement ce que Favreau a fait, sans même savoir qu'il appliquait le mode d'emploi de Lucas. Mais bon, on va pas se mentir, c'est que une pointe de positivité dans le tas de... Voilà, on est d'accord. Parce que oui, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans quelques jours, Disney sort son premier film Star Wars depuis 2019. Et selon les trackings de pré-sortie, en gros, pour savoir combien est-ce que le film va faire le premier jour, la première semaine, etc., bah c'est plutôt correct. Surtout que Lucasfilm parle aussi d'une nouvelle saga, une nouvelle trilogie avec une vision. Et donc apparemment, cette nouvelle trilogie de Simon Kinberg s'alignerait étroitement avec le plan original. Des années après avoir brûlé le mode d'emploi de Lucas, Disney finalement signe un contrat pour une nouvelle trilogie qui s'y inspire. Et donc on espère que ce sera des bonnes décisions qui seront prises parce que le bilan, on va pas se mentir, il n'est pas fameux. Si l'on reprend les 3 objectifs que Bob Iger avait au moment de l'achat de Lucasfilm, c'est un 0 sur 3. Parce que Hasbro s'est mangé moins 67% sur la décennie. Le deuxième objectif qui concerne la plateforme de streaming, c'est un échec qui est partiel parce que Disney+ est déficitaire, hein. Il y a Acolyte qui a été annulé. Et le troisième objectif, les parcs physiques, gros échec, mécontentement des visiteurs. 3 objectifs, 3 échecs, mais il y a quand même 4 milliards au box-office, mais on s'en fout. Mais le vrai bilan, en fait, il n'est pas comptable. Il est plutôt stratégique, il est plutôt d'un point de vue brand equity. La valeur qu'on perçoit lorsqu'on voit une marque, lorsqu'on voit une licence, lorsqu'on voit une IP. Disney n'a pas que perdu de l'argent sur Star Wars, en fait, ils ont perdu Star Wars tout court. Et si l'on revient à des années avant, la Fox avait perdu Star Wars par ignorance. Lucas a vendu en sachant qu'il fallait passer la main, et Disney a tout perdu en pensant qu'elle pouvait faire mieux que le créateur. Et ça, bah, c'est la pire des 3 positions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, commente, dis-moi ce que tu en penses, et puis on se dit à très vite, à très bientôt, ciao.